Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. De sommaire, on y va à la une. Aujourd'hui, cette enquête inédite sur les compétences psychosociales à l'école. Quels sont les besoins des élèves? Que mettent les enseignants en place pour les développer, justement, ces compétences? On en parle avec notre invité dans un instant. Plus généralement, quelles sont les différentes compétences psychosociales, autrement dit CPS? Quelle pédagogie pour développer ou les renforcer? Élément de réponse, là aussi, dans un instant. Puis, dans chaque mag, il y a une loupe, bien sûr. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et cette fois, je vous parle de 1001 mots, une association dédiée à l'égalité des chances à travers l'éveil au langage. Dans une dizaine de minutes, au cours de l'expression orale que voici. L'expression orale avec Florence Rizzo. Bonjour Florence. Bonjour. C'est bien prononcé? Oui, très bien. Ah, c'est bien. Florence Rizzo, qui est donc fondatrice et co-directrice de Ecoluma. Ecoluma, c'est une association d'intérêt général que j'ai créée il y a 12 ans avec pour objectif de travailler sur le renforcement des capacités des enseignants et des chefs d'établissement. Parce qu'il n'y a pas de système éducatif de qualité sans enseignants qui sont à la fois bien dans leur basket et bien formés. Bien formés. On en parle, j'ai quand même le sentiment qu'on en parle bien plus en 2024 des CPS. C'était peut-être moins le cas en 2012. C'était novateur à l'époque ou pas forcément? Dans quel contexte vous avez créé justement cette association? Alors, les compétences psychosociales, historiquement, étaient vécues comme étant du ressort de la famille, finalement. Et donc, l'école, surtout l'école française, elle s'est construite sur une transmission des savoirs, un petit peu des savoir-faire, mais très peu des savoir-être. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces dernières années, on a une évolution, évidemment, de la nécessité de former sur ces compétences-là. Alors, si on prend la question des lycées professionnels, évidemment, pour s'insérer socialement et professionnellement, il y a besoin de développer des compétences sociales et capacité à interagir, à prendre l'initiative, à coopérer avec les autres. Mais si on vient sur les plus petits âges de la vie, la maternelle, évidemment, on a aussi besoin d'apprendre à nommer ses émotions, à les reconnaître, à les réguler. Et ça fait partie du socle, en fait, de connaissances et compétences dont un enfant a besoin pour grandir et se développer. Donc, je dirais que ce sujet-là est un sujet dont on a pris conscience de manière relativement récente et que du coup il y a un immense besoin d'accompagnement des professionnels de l'éducation sur ce sujet-là. Elles sont listées ces CPS? Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Alors, Santé publique France liste un certain nombre de compétences psychosociales et on y reviendra dans le baromètre. Nous, on a trois grandes catégories de compétences, donc des compétences cognitives, des compétences émotionnelles et des compétences sociales. Les compétences cognitives, pour les citer, ça va être avoir conscience de soi, se maîtriser, prendre des décisions constructives, avoir une mentalité de croissance, c'est-à-dire penser qu'on peut progresser grâce à l'effort et que l'intelligence n'est pas quelque chose de fixe donné à la naissance. Les compétences émotionnelles, ça va être par exemple avoir conscience de ses émotions, être capable de réguler ses émotions et son stress. Et dans les compétences sociales, ça va plutôt être la capacité à développer des relations constructives, résoudre des difficultés, des conflits, ou encore communiquer de façon constructive. Donc on a là 9 compétences qui sont étudiées en fait dans le baromètre sur lequel on va revenir. Justement, ce baromètre, on y vient. En quoi ce baromètre, cette enquête est inédite? Alors, on a décidé de créer... Donc, Ecoluma agit vraiment au quotidien avec Être Prof, avec Manageduc, en soutien aux enseignants, aux chefs d'établissement. Et on a par ailleurs une équipe scientifique et un observatoire en fait, qui nous permet de voir l'évolution des pratiques pédagogiques des enseignants. Sur combien de temps? En fait, tous les 2 ans, on refait les mêmes enquêtes. Et donc là, on a une vision comparée par rapport à 2022, puisqu'on avait déjà mené ce baromètre en 2022, ce qui nous permet de voir un petit peu l'évolution des perceptions et des pratiques et des besoins aussi des enseignants pour le développement des compétences psychosociales. On traite de différents sujets, les compétences psychosociales, mais aussi beaucoup d'autres, les questions de santé mentale à l'école, les questions de réduction des inégalités sociales. Donc voilà, on va traiter un certain nombre de sujets, dont les CPS. Alix. Et justement, il y a un nouveau sujet qui a émergé en 2 ans? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois une prise en compte nette des CPS par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est absolument nécessaire de les transmettre à l'école, ce qui n'était pas forcément une évidence vu l'histoire en fait et la tradition de l'école française. Donc, ils ont conscience qu'ils ont ces besoins de développer ça. Sur leur rôle, concernant leur rôle, ils sont un peu en retrait par rapport à 2022, c'est-à-dire
ils ont conscience que c'est de leur rôle, mais quelque part un peu moins qu'en 2022. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un essoufflement? Est-ce qu'on peut décoder ça comme un essoufflement vis-à-vis du sujet? C'est potentiellement une hypothèse. Et par contre, on voit qu'ils mettent en place des pratiques pédagogiques de manière beaucoup plus forte, 3 fois plus importante qu'il y a 2 ans. Donc, 30%, vous dites, pardon de vous couper, des enseignants auraient mis en place une intervention efficace en faveur des CPS. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Vous jugez que cette progression, comment? C'est considérable? C'est assez significatif, 3 fois plus quand même qu'il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une compréhension de la nécessité, pas juste d'incarner ces compétences-là et de les mettre en place de manière sporadique. Là, de manière structurée, ça veut dire avec des objectifs précis, ça veut dire une séquence d'exercices qui permet de développer effectivement cette compétence. Donc ça veut dire qu'on va être beaucoup plus proactif et structuré dans le développement de ces compétences-là. On sait ce qu'ils mettent concrètement en place, quel type d'atelier, d'exercice? Vous avez des infos, si je puis dire, là-dessus, des exemples? Oui, la question des pratiques, en fait, ça va être par exemple d'amener les élèves à reconsidérer leurs erreurs comme des opportunités d'apprentissage, d'encourager les élèves à aller chercher de l'aide ou à en offrir, d'encourager des situations d'entraide ou valoriser les différences ou les complémentarités. Valoriser. Donc c'est donner du feedback constructif, c'est accompagner l'élève à prendre en compte en fait à la fois ses propres besoins, difficultés et capacités. Et donc, tout ça va créer en fait un environnement de classe qui va être constructif pour les apprentissages. On sait très bien en fait que des environnements de classe très compétitifs, à but de maîtrise, vont pas du tout permettre aux élèves en fait de développer l'ensemble de leurs compétences. Ils vont se sentir sous pression et on sait très bien que le stress et la pression ne va pas les aider à en fait véritablement acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin. Et quels sont les besoins les plus pressants exprimés par les enseignants? Alors, les enseignants expriment clairement un besoin d'accompagnement et de formation. Donc, on voit bien qu'au cours du temps, on a un vrai sujet qui émerge et qui est assez peu considéré en France, c'est que les enseignants français sont 10 fois moins formés que les enseignants à Singapour en formation continue. Ils sont 13 fois moins formés que les fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc, on est face à des enseignants qui ont en moyenne 10 heures de formation par an. Donc 0 dans le second degré, obligatoire, et 18 heures dans le premier degré. Donc la moyenne, à peu près une dizaine d'heures. Mais du coup, pardon de vous couper, c'est l'école de la débrouille pour eux? Complètement. C'est l'école de la débrouille, vous l'avez exactement bien nommé. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a quelques formations institutionnelles et quelques efforts qui sont faits en ce sens, mais globalement, la majorité s'auto-forme en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des ressources sur Internet par leurs propres moyens pour développer leurs propres compétences. Et on sait à quel point, dans le monde de la santé par exemple, actualiser ces compétences est une nécessité. Les maladies évoluent, la connaissance du corps humain évolue, donc c'est une évidence de développer ces compétences tout au long de la vie. Mais justement, c'est quel support, quelles ressources ils utilisent? Ils les trouvent où sur le site de l'académie référente? Alors, il y a des sites institutionnels qui proposent évidemment des ressources, mais on a, par exemple, nous, développé une plateforme qui s'appelle êtreprof.fr, sur laquelle on a à peu près 4000 contenus. On a 170 000 enseignants qui viennent se former avec nous chaque jour. Et vidéo? Alors, écrit, vidéo, des vidéos tutos, des guides pratiques, des fiches outils, beaucoup de propositions de temps d'interaction entre pairs. Je précise au prof, du coup. Parce que, des propositions de classes virtuelles, de tutorat, mentorat. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui a été créée par et pour les enseignants. On co-crée les contenus avec 150 enseignants mentors qui sont auteurs et avec lesquels on va vraiment penser les contenus pour être très pratico-pratiques et être au plus près, en fait, des besoins des enseignants. Souvent, parce qu'on est très proche aussi du monde de la recherche. Je cite souvent cet exemple, mais les chercheurs vont avoir tendance à parler de mécanismes attentionnels. Les enseignants parlent de bavardage en classe. Donc nous, on essaye de partir du besoin de l'enseignant, d'être à l'écoute de ce qui se passe vraiment en situation de classe, et ensuite, bien sûr, d'aller convoquer à la fois les pratiques des collègues et la science pour étayer en fait les pratiques et les propos. Je reviens sur un point que vous avez évoqué en début d'émission. L'engagement des enseignants sur l'enjeu CPS est à soutenir pour ne pas qu'ils s'essoufflent, comme en 2022. 90% des enseignants sont convaincus des bénéfices de tous leurs élèves à développer leur CPS, même s'ils restent nombreux à considérer que l'école est un lieu privilégié d'apprentissage de ces compétences. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2024. Comment, justement, on peut les soutenir dans ces démarches pour que ce mouvement ne s'essouffle pas?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, effectivement, la question de la formation, on en a parlé, qui est nécessaire et qui est totalement déficitaire et sous-dimensionnée en France. Donc, il y a un vrai effort national à faire. Ça, c'est pas pour demain, ça. Sur la formation continue des enseignants. On pourrait. On pourrait, bien sûr. Avoir une décision publique. On a le sentiment qu'il y a tellement d'urgence, harcèlement scolaire. Oui, et en même temps... On dit que ça va encore passer la trappe ou passer au second plan, en tout cas, les Mais CPS, ce qui est dommage, c'est-à-dire que souvent, il y a des réformes rustines, en fait, qui ne vont pas structurellement transformer les choses. Aucun système d'éducation ne s'est amélioré sans améliorer la qualité, en fait, de la formation et de l'accompagnement des enseignants. Ça paraît une évidence, mais une évidence qui n'est pas du tout encore suffisamment partagée, à la fois au sein de la société civile, des citoyens français et du monde politique. Ce n'est pas forcément une question de budget, c'est une question d'approche plutôt? Il y a une question de priorité, donc mettre la priorité sur l'accompagnement de ces professionnels de l'éducation. Il y a une question budgétaire, évidemment, parce que certes, c'est le premier budget de l'État, mais ce sont des salaires principalement, et en plus des salaires qui sont plutôt bas par rapport aux autres pays de l'OCDE. Il y a peu de moyens humains, en fait, d'accompagnement de ces professionnels. Donc, si on prend n'importe quelle organisation, si vous avez 1 million de salariés, ce qui est le cas du ministère de l'Éducation nationale, il faut du temps pour les former, les accompagner, les soutenir. Donc voilà, il y a un effort institutionnel très fort à mener. Mais par ailleurs, il y a la question du soutien qui peut être fait en fait et mené par y compris les parents en fait. Donc est-ce que les parents sont plutôt dans une défiance vis-à-vis de l'enseignant ou est-ce qu'il y a un minimum d'empathie en fait qui doit être de l'empathie réciproque pour soutenir la coéducation des enfants, mais comprendre en tant que parents que les professionnels sont des vrais professionnels et qu'ils ont une expertise à respecter et vice versa, comprendre en tant qu'enseignant la légitimité des parents à avoir un avis sur l'éducation de leurs enfants. Mais voilà, il y a à cet endroit-là à construire un soutien. Et ce qu'on observe en fait dans la perception du soutien social, c'est que les enseignants vont avoir tendance à se sentir plus soutenus par leur hiérarchie dans le second degré que dans le premier degré. Et donc, il y a un effort aussi à mener. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un lien plus direct, en fait, dans les collèges et lycées avec le chef d'établissement. Dans le premier degré, en fait, il y a des directeurs d'école, mais qui sont plus vécus comme un père parmi les pères, primus inter pares. Enfin, c'est un enseignant qui continue, dans la majorité des cas, à avoir une classe. Sur les 45 000 directeurs d'école, il y en a seulement 10% qui sont en décharge complète de classe. Donc, ils n'ont pas cette posture exclusivement hiérarchique. Ils continuent à enseigner. Et donc, celui qui est vécu comme étant la hiérarchie, c'est plutôt l'IEN, l'inspecteur de l'éducation nationale, dans le premier degré, et qui, de fait, n'est pas dans l'école, il est plus distant de l'école qu'un chef d'établissement qui va être au quotidien, en fait, dans le collège et le lycée, au contact des enseignants. Une formation continue de qualité est le besoin majeur qu'expriment les enseignants sur cet enjeu. Rappelle votre baromètre. 1 enseignant sur 4 cite spontanément la formation quand on les interroge sur les mesures prioritaires à mettre en place pour cultiver les CPS à l'école. On l'a évoqué avec vous. Mais une formation continue de qualité, c'est quoi? Du coup, ça se traduit en combien? Ça se traduira en combien d'heures? Et surtout en termes de contenu. On a écrit justement un rapport avec Terra Nova sur l'évolution de la politique publique de formation continue, de développement professionnel continu des enseignants. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que bien sûr, il y a un sujet quantitatif de passer de 10 heures à 100 heures pour être au niveau en fait, des standards internationaux. Pour rattraper. Okay. Pour rattraper le retard. Mais par ailleurs, la manière dont on organise en fait, ce développement professionnel continu, pour nous, ça doit être autour d'un triptyque, un socle de base de formation, je dirais, institutionnelle, tel que c'est le cas aujourd'hui, donc 18 heures premier degré étendu au second degré pour que l'ensemble des enseignants de France aient accès à ces 18 heures de formation socle qui permet d'avoir une unité sur le territoire national. D'avoir un deuxième bloc qui serait la reconnaissance de l'auto-formation, puisqu'on l'a dit, il y a énormément d'enseignants qui s'auto-forment en fait, qui prennent sur leur temps personnel pour se former. Et donc ça, de reconnaître et de valoriser en fait ce temps passé. Et puis le dernier bloc, qui est pour nous absolument important, qui est en fait de permettre un exercice collectif du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une immense solitude ressentie chez les enseignants. Et on sait par ailleurs qu'il y a un sujet de santé mentale, mais aussi d'efficience professionnelle, que de pouvoir observer un collègue en situation de classe, inviter un collègue dans sa classe, co-construire des leçons à plusieurs. Donc tout cet exercice collectif du métier, on est en France, parmi les pays de l'OCDE, qui avons le moins de pratiques collaboratives. Mais structurellement, on est organisé
dans des établissements scolaires avec très peu de temps passé ensemble. Et donc finalement, les enseignants n'ont pas la possibilité d'avoir un exercice collectif du métier. Et pourtant, quand on parle de développement des pratiques professionnelles, aller observer concrètement un collègue exercer le même cours que soi est extrêmement formateur et parfois beaucoup plus formateur que de partir très loin dans une formation théorique pour apprendre telle ou telle chose. Et pour établir un programme comme celui que vous venez de définir, vous vous inspirez d'un pays en particulier? Vous avez évoqué Singapour tout à l'heure, par exemple. Alors, on a effectivement regardé au niveau international. Donc, Singapour est assez inspirant avec des formations qui sont beaucoup par les pairs et très pratico-pratiques. Le Japon a mis en place l'approche qu'on appelle des lesson studies, qui a été en partie repris en France sous l'approche des constellations, qui est un mode d'enseignement pour le plan français maths, vraiment par et pour les pairs. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont intéressantes et qui permettent de briser un peu cette espèce de transmission hiérarchique des connaissances dont les enseignants ne peuvent plus supporter le cadre. Donc, il y a un sujet de fond, un sujet de forme sur l'acceptation que le développement professionnel continu se fait par les pairs en bonne partie. Bien sûr, il y a besoin d'actualisation de connaissances, mais il y a besoin de pouvoir pratiquer son métier avec des collègues qui le pratiquent eux-mêmes. Et il y a une logique de compagnonnage quelque part, parce que c'est pas un métier manuel, mais c'est un métier qui se pratique en fait. Est-ce que le dialogue est facile entre vous, entre guillemets les chercheurs, et les profs? Alors, vous parlez la même langue? Alors, on n'est pas que des chercheurs, c'est ça qui est important dans l'équipe. Si on prend toute l'équipe d'Ecoluma, la majorité, ce sont des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, des spécialistes des nouvelles technologies, codeurs, etc. Et on a une équipe de recherche. Donc déjà, on a, dans l'équipe, je dirais, l'ensemble... C'est pluridisciplinaire, quoi. Complètement pluridisciplinaire et avec vraiment une valence sur l'action. On agit d'abord avec Être Prof pour 170 000 enseignants, avec Manage-Éduc pour plus de 5 000 chefs d'établissement scolaire. Donc, à l'image, vous n'êtes pas enfermé dans un laboratoire. Donc on agit. Et l'observatoire est quelque part pas un observatoire théorique, c'est un observatoire des pratiques qui se mettent en place aujourd'hui sur le terrain. Donc le but, c'est d'avoir une analyse en fait de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et on ne travaille pas du tout en chambre, puisque ceux qui répondent à nos baromètres, c'est 700-800 enseignants qui sont aujourd'hui en train de faire classe. Ça a été dur de les trouver justement, ces 700-800 enseignants qui ont participé à ce baromètre. Au début, ils étaient un petit peu sceptiques sur la retenue. Alors, nous, on n'a pas de souci à mettre en place ces approches en fait, de type baromètre, parce qu'on a une grande communauté de 170 000 enseignants. Et donc, cette communauté, Être Prof, tout est absolument gratuit, mais il y a une sorte d'engagement moral, quelque part, donc, entre nous, en tout cas, de chacun contribuer à sa mesure. Et les enseignants, en répondant, contribuent à l'avancée de la recherche et de la connaissance qu'on peut avoir des pratiques professionnelles qu'ils peuvent avoir. Donc, voilà, il y a un engagement assez spontané qui permet d'avoir des baromètres assez fiables statistiquement, puisqu'on redresse par ailleurs les échantillons pour qu'ils soient robustes et comparables d'année en année. Et il consiste en quoi cet atelier Être Prof ? Être Prof, alors Être Prof, c'est une plateforme digitale sur laquelle il y a des contenus qui permettent aux enseignants de mieux gérer leur classe, de réguler les comportements perturbateurs, de poser leur autorité, d'accueillir des enfants à besoins particuliers. Donc on va traiter en fait de tous les sujets qui permettent à un enseignant d'être un bon pédagogue aux côtés des élèves en fait. Et donc on va développer des contenus à la fois théoriques et pratiques, mais surtout pratiques, avec et par des enseignants pour que ce soit vraiment directement utilisable en classe. Donc typiquement sur les questions d'intelligence émotionnelle, on va les soutenir sur, en maternelle, la capacité à verbaliser les émotions, comment on régule des conflits en classe, comment on permet à un élève qui s'exprime de manière très violente à la fois d'être écouté mais aussi cadré, comment on gère le collectif classe, enfin, tout ce qui finalement fait la qualité à la fois de la relation pédagogique que l'enseignant va avoir avec l'élève, mais aussi de ce qui va se passer concrètement au sein de la classe entre les jeunes. Canaliser ses émotions, gérer ses émotions, tellement important, surtout quand on est petit, parce que quand on ne le gère pas quand on est petit, malheureusement, en général, ça nous suit toute notre vie. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'était avec Alix, c'était mon petit mot. Aujourd'hui, Alix se focus sur 1001 mots, une association dédiée à l'égalité des chances à travers l'éveil
au langage. Et oui, pour prévenir l'échec scolaire, il faut commencer dès la petite enfance. C'est la conviction de cette association. Et pour ce faire, 1001 mots se concentre sur le renforcement des compétences parentales, en les aidant à parler, jouer et lire davantage avec leurs enfants de 0 à 3 ans. On écoute Camille Bélier, orthophoniste et coordinatrice de l'association. Pourquoi si jeune ? À l'entrée en maternelle, il existe des écarts langagiers importants entre les tout-petits. En moyenne, les enfants les plus aisés maîtrisent 2 fois plus de mots que les enfants les plus précaires. Résultat, ils arrivent à l'école en ne parlant pas, ou peu, impactant leur réussite scolaire future. Mais ce n'est pas une fatalité. Avant 3 ans, le cerveau du bébé est magique. C'est le moment le plus propice au développement du langage, base de tous les apprentissages. Nous avons donc décidé de miser sur cette période pour avoir un impact fort et durable sur la vie de ces enfants. Notre accompagnement à distance est gratuit et personnalisé et donne aux parents des astuces pour multiplier les moments d'échange stimulants avec leur bébé au quotidien. Et pendant 6 mois renouvelables, les familles reçoivent 3 livres adaptés à l'âge de l'enfant, 3 SMS par semaine et des appels réguliers d'orthophonistes. 1001 mots cible particulièrement les familles en difficulté, disposant de petits budgets et ayant un accès limité aux ressources éducatives. En 2023, l'association a accompagné 10 000 enfants dans 8 départements. Selon une enquête PISA de l'OCDE partagée sur le site de l'association, chaque année, 100 000 jeunes décrochent et risquent de se retrouver au chômage à l'âge adulte. La France est l'un des pays les plus inégalitaires en termes de réussite scolaire, où l'origine sociale a un impact considérable. Florence, comment voyez-vous l'impact d'une initiative comme celle de 1001 mots sur la réduction des inégalités scolaires et sociales à long terme ? Alors c'est toujours très important de travailler en prévention et en prévention précoce. Donc je pense que c'est important et essentiel d'agir effectivement auprès des plus petits. On sait qu'il y a effectivement un retard langagier lors de l'insertion à l'école d'enfants issus de milieux défavorisés. Donc je pense que tout ça est très utile. Effectivement, comme vous le rappeliez, on est dans un pays qui est particulièrement inégalitaire. C'est-à-dire que c'est un des pays les plus inégalitaires des pays de l'OCDE, alors qu'on a un budget en fait, de l'éducation nationale qui est assez conséquent. Donc il y a un vrai sujet de prise de conscience de la nécessité en fait, de remettre en marche l'ascenseur social, la mobilité. Et ça, c'est en partie lié à un pays où le poids du diplôme est extrêmement fort en fait, dans la trajectoire des individus. Donc on a un vrai travail à mener à la fois avant l'école et sur l'ensemble des années de scolarité pour réduire les écarts de niveau liés aux origines sociales, parce qu'évidemment l'intelligence est également distribuée. Il n'y a pas de vision fixiste de l'intelligence qui serait donnée à la naissance et qui serait corrélée à un niveau social. Donc il y a un vrai sujet de fond, de comprendre que la vision un peu parfois illusoire d'une méritocratie à la française qui extrairait seulement quelques individus et qui deviendrait un peu des exceptions consolantes au fait que le système fonctionnerait. Non, en fait, la vérité, c'est qu'il y a une majorité d'enfants issus de milieux défavorisés qui sont laissés sur le bord du chemin et que ça, c'est inacceptable. Ils commencent d'emblée leur vie avec pénalisés, en fait. Et ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que le rôle de l'école, c'est de compenser les inégalités de naissance, pas de les accroître. Quel est le lien entre CPS, dont on parle effectivement depuis le début de cette émission, de ces compétences psychosociales, et entre les CPS et la santé mentale, pour qu'on fasse bien le lien? C'est quoi le lien entre les deux? Alors, on travaille aussi effectivement sur les enjeux de santé mentale et notamment sur les questions de stress, d'anxiété, qui peut aller jusqu'au refus scolaire anxieux. Il n'y en a pas à l'école. À peine. On a parmi les élèves les plus stressés des pays de l'OCDE. Donc, on est effectivement dans un pays... On est toujours dans le top de... Toujours dans le top. Ou tout en bas ou tout en haut. On est bien. Très demi-mesure. Mais parce que, voilà, très compétitif, beaucoup de pression. Et donc, pourtant, pardon de vous couper, on a fait des émissions, on s'est dit que c'est vrai qu'on a le sentiment que ce n'est pas la même pression avec un pays comme le Japon, par exemple, ou la Chine, ou Singapour. Fait allusion, c'est vrai que c'est aussi là très compétitif. C'est vrai. Mais donc cette pression-là, elle n'est pas favorable à l'épanouissement et aux apprentissages. Donc il y a quelques-uns qui vont s'en tirer toujours, qui vont être résistants à ce stress, mais globalement, ça va mettre en échec beaucoup d'enfants qui pourraient pourtant énormément progresser. Donc il y a vraiment un sujet de prévention en fait des enjeux de santé mentale, de harcèlement, de comportement, de conduite à risque, etc. Et tout ça peut être prévenu
en développant dès le plus jeune âge les compétences psychosociales. Et les pays qui ont réussi, par exemple, à lutter contre le harcèlement n'ont pas eu une vision curative des choses, mais une vision préventive. C'est-à-dire que si dès le plus jeune âge, on apprend, encore une fois, à nommer ses émotions, à les écouter, à écouter celles de l'autre, à dialoguer avec l'autre, etc. S'inspirer des pays nordiques ? Oui, clairement, dans les pays nordiques, on y vient tout doucement. Il y a une avancée très forte par rapport à ce qu'on peut connaître dans nos pays. Et parmi toutes ces compétences psychosociales, vous les énumériez tout à l'heure, avoir conscience de soi, capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives, avoir conscience de ses émotions, de son stress, réguler ses émotions, et j'en passe. Il y en a une qui est plus facile qu'une autre à apprivoiser, si je puis dire, à développer. Ou j'imagine que ça dépend de chaque enfant aussi. Oui, alors par contre, l'empathie, par exemple, pour le coup, c'est une compétence socle sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour, de fait, l'empathie avec soi-même, mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre. Donc, je dirais que l'empathie est une compétence absolument essentielle, mais qui ne s'apprend pas dans les livres, qui se cultive, en fait. C'est-à-dire, dans le baromètre, on fait un zoom justement sur les enjeux d'empathie. Il y a un enseignant sur 5 qui est témoin quotidiennement en fait de situations où un élève manque d'empathie vis-à-vis d'un autre. Donc ça va être des moqueries, des insultes, des violences physiques. Et donc évidemment, ça c'est pas acceptable. Et en fait, il y a une question de régulation en fait de ce qui est acceptable ou pas par les adultes qui doivent eux-mêmes incarner aussi ces compétences. Et vous voyez une évolution sur ces sujets-là dans la gestion des enseignants de ce genre de situation, par exemple ? Alors, il y a eu le harcèlement grande cause nationale, la mise en place d'un plan pour développer des cours. Oui, quand vous avez créé l'association, j'imagine que c'était même pas tellement un sujet. Voilà, tout ça n'existait pas il y a 12 ans. Mais le problème, c'est de réussir à ce que ce soit une culture, en fait. C'est-à-dire que c'est pas en 2 fois 2 heures ça doit être transversal, quoi. En quelques mois qu'on va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il y a profondément à accompagner un changement de culture qui va viser à développer des comportements dits prosociaux, enfin donc d'empathie, d'écoute de l'autre, de dialogue. Et on voit à quel point dans notre société, on a de moins en moins la capacité à écouter l'autre, y compris dans un point de vue qui est divergent du sien, et à dialoguer, à entrer en relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que soi. Et donc cultiver en fait la capacité à écouter et à dialoguer avec l'autre malgré sa différence, il y a un immense travail culturel à faire à l'échelle de la culture française. On a une culture de l'esprit critique, on a une culture de la critique, oui. Plus ou moins constructive, mais est-ce qu'on a vraiment une culture du débat et du dialogue constructive? Je ne suis pas sûre. Alors, ce qui est rassurant quand on vous écoute, c'est qu'il y a des solutions. Oui. Mais j'ai aussi le sentiment, quand on vous écoute, qu'on est très loin du compte. C'est vrai. Qu'on s'y est mis, malgré les belles paroles politiques, effectivement, et... l'ancien ministre de l'Éducation qui était parti effectivement, je ne sais plus, au Danemark, en Norvège, bref, qui était parti s'inspirer effectivement de ce qui se fait là-bas et qui fonctionne. J'ai quand même le sentiment qu'après, il y a toujours ce fameux mammouth qu'il va falloir bouger. Par où on commence? Justement, vous parlez de ces formations, c'est des budgets, mais il faut aussi qu'après pouvoir instaurer tous ces cours. Tout ça va prendre énormément de temps, il faut se le dire, non? Oui, mais c'est pour ça que, en fait, moi, je vois 2 horizons de temps. C'est-à-dire, il y a maintenant. Et donc là, on vient de développer un collectif CPF avec d'autres associations, donc avec Déclic CNV, avec Scolavie, avec... Savoir-être à l'école, Lily Cool, Zamizen, donc, et qui est appelé à grandir, donc fédérer les forces vives de la société civile qui peuvent agir, former, accompagner sur le terrain pour créer un tissu ici et maintenant capable en fait d'être dans l'accompagnement en fait des enseignants aujourd'hui. Et puis travailler sur le moyen long terme avec ce qu'on a écrit par exemple avec le rapport Terra Nova sur l'évolution de la politique publique, en espérant que les politiques se saisissent en fait de ces enjeux-là et soient à la hauteur des enjeux. Si on veut remonter dans le classement PISA... Ils vous ont appelé? C'est pas... Oui, je discute avec eux, bien sûr. S'ils pouvaient vous écouter. On espère. En tout cas, on y travaille. On a bien compris. Et on essaye d'influer. On a bien compris. Merci infiniment, Florence Rizzo, d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. On aura bien évidemment l'occasion de continuer à parler de votre très beau travail au sein de l'école, au sein de l'association École Huma.
Merci. Il a fallu que je me trompe, voilà. En une demi-heure, je me suis dit, dis pas école. Eh ben, tu penses bien qu'à 30e minute, c'est une assoce, c'est pas grave. Encore merci. Alix, on se retrouve demain. À demain. Tout va bien.